Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté avec vous pour l'enregistrement d'un autre épisode du podcast Flash Formation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui va nous parler de désincarcération. Notre invité, Jocelyn Lucier, qui est pompier depuis maintenant 22 ans, capitaine intérimaire et instructeur responsable de la désincarcération au service incendie de Montréal, également instructeur pour l'École nationale des pompiers du Québec. Jocelyn possède sa propre école, sa propre compagnie de formation en fait, et aux 2 ans, va refaire des qualifications au FDIC au niveau de la formation pratique. Jocelyn, tu es vraiment notre invité qu'il fallait avoir pour parler de ce sujet-là. Merci. Écoute, Jocelyn, première question que je voulais te poser, c'était, on va revenir en arrière. La désincarcération en incendie au Québec, ça a commencé comment? Moi, les bonhommes m'ont dit dans les casernes qu'avant que c'était les pompiers qui faisaient ça, c'était souvent les remorqueurs. Les gars de towing qui faisaient ça. Ouais, écoute, on va reculer pas mal d'années. Je te dirais. Parce que oui, les remorqueurs, il y a eu une période avant que les pompiers aient des outils. C'était les remorqueurs qui essayaient de sortir les gens avec toutes sortes d'outils manuels puis tout ça. Mais c'est les pompiers, puis c'est des pompiers aux États-Unis qui ont commencé à avoir l'idée d'avoir des outils hydrauliques. Okay. Mais c'était des outils hydrauliques manuels. Fallait pomper à main ou pomper à pied une pédale pour que l'outil hydraulique fonctionne. Mais ça, je te dis ça, là, ces outils-là, c'est sorti dans les années 30 et 40. Là. Oh wow, OK. Ouais, c'est relativement vieux. C'est relativement vieux, ouais. Les outils hydrauliques se sont perfectionnés avec les années. Et je te dirais que ce qui a beaucoup amélioré les outils hydrauliques, c'est la course de Formule 1. Ah, OK. Ouais, la course automobile, eux autres ont perfectionné les outils pour les rendre plus hydrauliques avec des couteaux plus performants, des écarteurs plus performants. Fait que c'est beaucoup la course automobile qui a amélioré les outils hydrauliques. Comme on voit aujourd'hui, c'est depuis, je te dirais, 40 ou 50 ans, les outils hydrauliques n'ont pas tant changé. On est rendu avec une pompe qui va avoir des tuyaux hydrauliques puis des outils hydrauliques. Donc, ce système-là est là depuis quand même pas mal d'années. OK. Fait que quand même, je te dirais que les outils, au début, les outils étaient très pesants. Ouais. Donc là, c'est un peu l'inverse là, qui se passe. Les outils hydrauliques sont de plus en plus performants puis de plus en plus légers. Ouais. Fait que là, c'est ça là, la nouveauté en désincarcération. Puis, à ta connaissance, là, à quand remontent les premiers kits d'outils hydrauliques dans les véhicules d'intervention chez les pompiers au Québec? Tu sais, ça remonte-tu aux années? Moi, mon père était dans le métier, puis il me disait que c'était très... Il me parlait, même chose que toi, c'était lourd, c'était gros, c'était encombrant, les premiers modèles qui étaient sortis. Ouais. Lui, il me parlait des années 70-80. Exact. C'est OK. Dans ces années-là, je te dirais, Montréal a été dans le premier service d'incendie au Québec à acheter des outils hydrauliques, puis c'est dans les années 70 qu'ils ont acheté ces outils-là. OK. Donc, c'était... Puis, si on regarde l'ancien service de Montréal, là, avant, il y avait une quarantaine de casernes. Ben, quand ils en ont acheté, ils en ont mis dans 2 casernes. Oh. Les gars, ils répondaient partout sur l'île de Montréal. C'était comme une espèce de spécialité, dans le fond. Là. OK. Fait que c'était particulier. Puis ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Le service d'incendie en a acheté beaucoup d'autres pour en mettre dans d'autres camions, pour améliorer le service, pour que ça soit plus rapide, puis tout ça. Donc, puis au Québec, ça s'est développé aussi énormément, là, la désincarcération. Donc, il y a beaucoup de services qui en ont acheté. Il y a encore des services d'incendie au Québec qui n'en ont pas. Ah oui, OK. Oui, il y a des services d'incendie qui n'en ont pas, puis qui se fient sur leurs voisins, le service d'incendie voisin, pour répondre en désincarcération. Donc, il y a
n'y a pas nécessairement d'obligation d'un service d'incendie d'avoir des pinces de désincarcération. Fait que c'est vraiment libre à chaque service d'incendie de s'équiper comme il veut en désincarcération. Parfait. Puis est-ce que tu dirais que les statistiques sont à la hausse ou à la baisse depuis, mettons, si on revient dans les années? On dirait qu'on a l'impression que des accidents d'auto, il y en a toujours eu, il va continuer d'en avoir, mais est-ce que les accidents avec personnes incarcérées, c'est à la hausse ou à la baisse? C'est à la baisse. Ah oui? Oui, c'est vraiment, il y a une bonne proportion des accidents qui sont avec des incarcérations qui sont à la baisse. OK. Il y a vraiment, je te dirais, des changements technologiques qui ont fait que la désincarcération, il y en a beaucoup moins. Il y a deux aspects principaux que je pourrais dire qui vont faire la différence, là. Un, c'est la structure des véhicules. Parce que les structures de véhicules sont maintenant beaucoup plus renforcées. Depuis 1995, aux États-Unis, il y a des tests de collision qui doivent être faits sur les véhicules. Puis c'est les compagnies d'assurance qui ont demandé ça. OK. Pour que les véhicules soient plus résistants aux impacts. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait trop de décès sur la route. Fait que là, ils ont demandé des tests d'impact. Puis c'est des compagnies, dans le fond, tierces du concessionnaire. C'est pas le concessionnaire qui fait son propre test d'impact. C'est une compagnie tierce. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Au Québec, c'est Transport Canada qui réglemente ça. OK. Puis, les concessionnaires doivent envoyer leurs véhicules puis doivent les faire tester pour des tests d'impact frontaux, des tests d'impact latéraux. Depuis 2012, c'est même un test où c'est un test de capotage. Un véhicule qui fait des tonneaux. Ça, c'est nouveau depuis 2012. Depuis 2012, oui. OK. Puis là, il doit avoir une certaine résistance par la structure du véhicule. OK. Exemple, un impact de côté, il faut que le poteau B défonce pas plus que 5 pouces à l'intérieur du char. OK. OK. Fait que ça fait toute une différence. Parce que là, les constructeurs, ils doivent améliorer leur structure. Fait que là, ils vont mettre des matériaux résistants. Ils vont changer l'alliage, ils vont mettre de l'aluminium, du titanium, du martensite, du boron. C'est tous des matériaux pour renforcer la structure du véhicule, pour empêcher justement qu'il y ait des décès à cause des accidents de véhicule. Fait que ça change énormément là, au niveau de la structure de véhicule, puis ça, je vous dirais que ça fait qu'il y a beaucoup moins d'accidents avec des incarcérations, parce que là, tu arrives sur un accident de véhicule, puis tu es capable d'ouvrir la porte. OK, ouais. Fait que ça change la game. Là. Fait qu'au niveau des incarcérations, il y en a beaucoup moins. Puis l'autre aspect qui a changé la désincarcération, puis ça c'est vraiment récent, c'est tout l'aspect sécurité technologique dans les véhicules. Oui. Parce qu'à cette heure, dans un véhicule, tu vas avoir plein de choses pour aider la conduite. Donc, exemple, des caméras pour l'angle mort. Oui, c'est vrai. Donc, tu vas avoir même un indicateur sur le miroir pour te dire, il y a quelqu'un dans ton angle mort. Il va avoir des correcteurs de trajectoire. Si tu n'as pas mis ton clignotant et tu es en train de traverser la ligne, il y a des autos qui vont faire une correction sur ta conduite puis qui vont te ramener dans ta ligne. C'est rendu des autos intelligentes. C'est ça, c'est rendu vraiment ça. Fait que il y a beaucoup d'aspects sécuritaires qui fait que le véhicule essaye, dans le fond, que tu aies le moins d'accidents possible. Je Fait que comprends. ça fait quand même une bonne différence. Tout ce qui est l'aspect technologique, il y a beaucoup de véhicules qui sont rendus avec des caméras 360 degrés du véhicule pour pouvoir évaluer les autres véhicules alentour de vous, où ce qu'ils sont, pour justement qu'il y ait le moins d'impact possible, puis que les autos, ils sont évalués la distance. Ça peut être aussi facile que le stationnement à cette heure. Tu peux avoir des aides pour te stationner en parallèle. De reculons, tu as des caméras de reculons. Presque tout le monde a ça maintenant. Effectivement. Caméra de recul. Fait que tous ces aspects-là font que il y a moins d'accidents avec des incarcérations. Des accidents tout court, ça, il y en a plus, par exemple. Oui, hein. C'est de même qu'il faut le voir. Puis j'ai l'impression aussi que autant que moi je peux dire, la sécurité à bord des voitures augmente, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les accidents, ils ont toujours l'air impressionnants de par si on veut, les
les dégâts matériels. Tu sais, on Ouais. voit un accrochage, il y a tellement de plastique, le métal, on dirait qu'il frippe à rien, que à cette heure, un accrochage dans un stationnement, on est pratiquement appelé là-dessus, même si les véhicules roulaient à 30-40 km/h, il y a plein de tôles froissées, puis des coussins qui sont déployés rapidement, mais ça se peut-tu que, justement, avec l'arrivée de la nouvelle technologie à bord des véhicules, même si les personnes sont peut-être pas incarcérées, mais les accidents, il y a quand même de l'ouvrage pour nous autres, les pompiers. Oui, exactement, exactement. C'est sûr que la structure des véhicules, à cette heure, tous les pare-chocs, tout ce qui est... Les ailes vont être justement en plastique, vont être déformables super facilement. Donc, il va y avoir des zones dans le véhicule où il va y avoir une structure qui va être préaffaiblie OK. pour justement absorber l'impact. Fait que ça fait que ça a de l'air spectaculaire. Mais la cage, je pourrais dire la partie habitacle du véhicule, elle est hyper renforcée. OK. Qui fait que tu arrives sur un accident de véhicule comme intervenant, puis oui, tu es capable d'ouvrir les portes, tu es capable de faire sortir les gens. Mais oui, sur un accident, il y a de la job à faire. Et comme pompier, il faut quand même ramasser tout ce qui est liquide au sol. Oui. Il faut s'occuper de neutraliser l'électricité. Il y a des tâches de base sur un accident de véhicule qu'il faut faire comme pompier pour sécuriser la scène, sécuriser l'intervention. Fait que... Mais justement, oui. parlons-en un peu de ça. On s'était noté ça justement dans notre entretien. Oui. C'est quoi un peu les actions que j'ai à faire en termes de size-up? Tu sais, quand j'arrive sur un feu, le size-up, ben, tu sais, c'est le 360, on va chercher de l'information. Mais Ouais. quand j'arrive sur une scène d'accident ou de Ouais. désincarcération, comment je vais chercher toutes ces infos-là? C'est quoi ma séquence? Ouais, écoute, il y a pas de secret miracle, mais je vais essayer de te décrire un peu Oui. d'un officier, qu'est-ce qu'il devrait surtout checker quand il arrive, Oui. ou valider, dans le fond, les informations qu'il y a sur un accident de véhicule. C'est sûr que comme officier ou comme premier répondant, la première information qui est à valider, c'est les victimes. Oui. Donc, est-ce que la victime, elle est incarcérée ou pas? Oui. Ça va faire une très grosse différence Ben oui, dans l'intervention. Donc, c'est sûr que ça, c'est le premier aspect. Est-ce qu'il y a plusieurs victimes? Parce qu'on dit accident de véhicule, dans bien des cas, ça va être plusieurs véhicules qui vont être affectés. Oui. Donc, s'il y a plusieurs véhicules, il y a peut-être plusieurs victimes. Exact. Donc ça, c'est important pour les officiers. Ça veut dire de commander les ressources en conséquence des victimes. Fait que, ça veut dire peut-être d'appeler plusieurs ambulances, donc ainsi de suite. Comme officier, une des premières tâches qu'il va falloir faire aussi, c'est sécuriser la scène. Oui. C'est pas simple à faire sur une intervention d'auto. Parce que dans le fond, ça peut avoir une différence si tu interviens sur l'autoroute que si tu interviens sur un boulevard ou une rue. Ben oui. Donc, il va falloir que tu coupes les voies. Il va falloir que tu sécurises la scène assez pour être capable de travailler alentour du véhicule sans avoir de véhicule qui va te rouler ses talons, comme je dirais. Là, qui va te rouler en arrière de toi. Ça te prend un espace de travail, surtout si tu as de la désincarcération. Il va falloir que tu étendes tes outils, ta bâche avec ton équipement. Il va falloir que tu aies une lance de sortie. Oui. Fait que ça prend des équipements puis ça prend de la place. Oui. Fait qu'il faut que tu aies une bonne protection de la scène. Donc, ça, c'est comme officier, ça va être quand même quelque chose d'important. Idéalement, c'est de faire venir la police pour sécuriser les lieux puis faire des voies de contournement qui sont dirigées par la police au lieu d'être les pompiers. Parce que les pompiers, tu les veux sur la tâche de désincarcération. Ben oui, tu veux pas perdre 2 gars à faire de la circulation. Exact, le plus possible. Donc, on va faire venir les policiers pour justement nous aider à la circulation. Fait que les ambulanciers, il va avoir aussi comme officier, c'est sûr qu'il va falloir que tu vérifies tout ce qui est liquide. Donc, tout ce qui est danger. Ramasser justement les liquides avec l'absorbant et ces choses-là. Comme officier, c'est important de faire un 360, la même affaire que sur un feu, dans le sens que il faut que tu fasses le tour de ton véhicule. Puis il faut que tu regardes en dessous du véhicule. Ça, c'est une habitude qu'on n'a pas tout le temps. Mais de vraiment prendre l'habitude comme officier ou comme intervenant, y a-tu quelqu'un de pris en dessous du char? Oui. C'est important de regarder ça. Fait que il va y avoir la partie, tout ce qui est neutralisation électrique. Oui. Donc, il va falloir comme officier que tu
tu délègues la tâche, tu demandes à un pompier, il va neutraliser l'électricité. Même ça, c'est rendu compliqué sur un accident de char. Ah, parle-moi-en. On dirait qu'on est toujours en train de chercher après les batteries, puis il y a tellement de véhicules, sans dire électriques, mais maintenant, même un véhicule à essence, la batterie est dans le coffre en arrière, elle est en dessous d'un siège, des affaires qu'on avait peut-être moins vues souvent avant. Exact. C'est un défi. C'est ça. Donc, de trouver la batterie 12 volts, puis là, je dis la batterie, mais il y a des véhicules qui sont rendus avec 2 batteries. Oui. Donc, c'est de neutraliser les 2 batteries. Donc, puis pourquoi c'est important? Des fois, là, c'est un débat qu'on a encore avec d'autres intervenants, pour pas les nommer, là. Ouais. Des fois, ça peut être le policier ou même le remorqueur qui va nous demander pourquoi vous débranchez les batteries. Ouais. Il y a juste un coussin gonflable de sortie, puis il coule de Preston, il n'y a pas de danger. Mm-hmm. Puis nous autres, on essaie de les convaincre, mais il y a encore ce petit débat-là. Ouais. Il faut couper l'électricité pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que les coussins gonflables, oui, ils vont se déployer à l'impact. Mais s'il y a un court-circuit dans le système, puis il y a encore d'électricité, c'est assez pour faire déployer un coussin gonflable. Si en faisant de la désincarcération, tu accroches un fil qui justement alimente les coussins gonflables, ben, tu pourrais faire déployer un coussin gonflable. Fait que ça, c'est des dangers comme intervenant que nous, il faut neutraliser l'électricité rapidement. Un autre aspect qu'on pense un peu moins, mais pourtant qui est important, c'est qu'à cette heure, là, la plupart des véhicules, les conducteurs, je ne sais pas si c'est mais tout le monde est rendu avec une clé intelligente. Oui. Hein? La clé intelligente, tout ça, là, c'est un aspect important parce que ça a un lien avec le véhicule. Puis ça crée un lien électrique, puis ça va peut-être faire activer certaines composantes électriques du véhicule. Mais nous, on veut neutraliser en tant qu'intervenant. On veut pas qu'il y ait de lien avec le véhicule. Fait que la clé intelligente, il faut aller à la batterie 12 volts, puis il faut aller débrancher la batterie ou couper, selon la situation. Oui. Mais il faut neutraliser l'électricité pour pas que la clé intelligente ait de lien avec le véhicule. En plus, la clé intelligente, il faut la dégager de l'intervention. La sortie du rayon. Oui, c'est ça. Il y a des clés intelligentes là, qui ont des liens avec le véhicule jusqu'à 16, 20, 24 pieds du véhicule. C'est énorme. Quand même, mais oui. Ouais. Mais hein? Puis le défi, encore plus maintenant, c'est que la clé intelligente, maintenant, dans un véhicule très récent, si tu vas au concessionnaire et tu magasines, maintenant, ta clé intelligente, elle peut être sur ton téléphone cellulaire. C'est vrai, puis tu peux même partager, si je me souviens bien, d'après une annonce que j'ai vue à la télé, tu peux comme partager les droits ou les accès avec un autre téléphone de quelqu'un d'autre. Ben oui. Ta clé intelligente, ça devient une application sur ton téléphone. Puis à partir de ton téléphone, tu peux partir le chauffage, partir les bancs chauffants. Tu peux faire ça de ta maison, à l'intérieur de ta maison. Puis ton char est dans le parking. Puis des fois, il peut être loin. Il peut être à 50, 60 pieds. Mais ton application téléphone, elle fait le travail puis elle fonctionne. Fait que ça devient plus, je dirais, important de enlever la clé intelligente puis enlever le téléphone cellulaire. Mais c'est pas évident sur un accident de véhicule parce que le téléphone, il peut être dans la poche, il peut être dans la sacoche de la madame. Et donc, ça, c'est toute une nouveauté là, qu'il faut enlever de là. Puis surtout un accident avec capotage, des fois, il y a tellement de choses dans l'auto qui traînent que un coup que le char a viré, là, c'est un fouillis. Essaye de le retrouver. OK, un méchant défi encore aujourd'hui à ce niveau-là. Ouais. Une autre question que j'avais, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur les rôles et responsabilités des différents intervenants lors des scènes d'accident, mais surtout lors des désincarcérations. Oui. Moi, je me souviens d'une vidéo qui avait circulé pendant plusieurs années, puis je pense qu'à ce jour, c'est encore le seul vidéo qui existe. Je pense que ça s'appelait plusieurs métiers, un seul but, 10-4. Les rôles et responsabilités de la police, l'ambulance, le remorqueur, les pompiers. Bon, on en est où par rapport à ça? Oui. C'est particulier, mais je te dirais que cette vidéo-là est encore bon, dans le sens que oui, les tâches qui ont été définies dans cette vidéo-là, c'est pas mal toujours les mêmes, dans le sens que, écoute, au niveau des interventions sur l'autoroute, il y a peut-être une différence à faire avec les interventions sur les voies style boulevard-rue, mais tout ce qui est autoroute, dans le fond, c'est la police qui est responsable.
C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Uh-huh. Comme intervenant, comme pompier, quand on arrive sur une scène, sur l'autoroute surtout, c'est vraiment la police qui est responsable. Fait que la police, on va être là en soutien à la police. Oui. Fait qu'on va être là pour préserver la scène, on va être là pour sortir, bien entendu, les victimes, dégager les victimes s'ils sont incarcérés. Donc, on va faire des tâches comme pompiers de neutraliser l'électricité et tout ça. Donc, c'est des tâches que c'est nous qu'on va faire. Je te dirais qu'au niveau de la police, la responsabilité, eux autres, ils vont toucher tout ce qui est aspect enquête accident. Donc, ils vont faire un rapport de police. Ils vont essayer de déterminer c'est quoi la cause de l'accident. Fait que ça, c'est la partie plus de la police. Et c'est sûr que dans les tâches de la police, c'est la circulation. Oui. Fait que ça, c'est dans leur responsabilité de trouver un moyen pour faire dégager les voies pour qu'il y ait une circulation pareille. Ou sinon, si c'est impossible parce que tu veux vraiment couper l'autoroute ou tu veux fermer le boulevard, ben oui, tu demandes à la police d'aller fermer une intersection, d'aller fermer à la lumière ou au stop plus loin pour vraiment avoir l'esprit tranquille quand tu travailles comme pompier. Les autres responsables qui interviennent, il va y avoir des remorqueurs, bien entendu. Eux autres, leur tâche, c'est de ramasser le véhicule, peu importe la condition du véhicule. Fait que c'est de dégager les voies, mais c'est d'attendre après le travail des pompiers. Oui. Donc, peu importe ce que nous, on a à faire comme pompiers, neutraliser l'électricité, mettre de l'absorbant, ces choses-là, le remorqueur, il doit faire son travail à la suite des pompiers, donc à la fin, ramasser le véhicule, ramasser toutes les pièces qui auraient été éparpillées sur la chaussée, exemple. Oui. Donc, c'est lui qu'il faut qu'il ramasse ça. Si ça n'a pas été fait par les pompiers, les remorqueurs vont ramasser l'absorbant aussi. OK. Donc, ils vont ramasser tout ce qui est au sol. Il peut y avoir, dépendamment des secteurs, surtout sur les autoroutes, on va trouver ça, mais il va y avoir le MTQ, le ministère du Transport. Oui. Eux autres, ils vont répondre aussi. Parce qu'eux autres, leur responsabilité, c'est d'évaluer la structure de l'autoroute. Autrement dit, est-ce que la chaussée elle a été endommagée par l'impact? Est-ce qu'il faut qu'on ferme une partie de l'autoroute à long terme, je parle? OK. Est-ce que le véhicule a foncé dans un viaduc ou dans un pont? Puis il faut évaluer la structure de ce pont-là pour voir, on peut-tu encore circuler dessus? Donc, c'est le MTQ qui est responsable de ça. J'imagine que si l'accident a endommagé des installations comme garde-fous, panneaux routiers, etc., ben, Exact. en même temps, les autres doivent évaluer ça. Exact. C'est le MTQ qui va être responsable de remettre sur pied ces installations-là, parce que ça appartient au ministère du Transport. Puis je me souviens aussi que le MTQ, c'est notre lien, nous, comme intervenants. Si on juge, par exemple, que la chaussée est glacée à cause qu'il y a eu de l'eau, la pompe a coulé, ou on a utilisé un jet, ou peu importe, ben, c'est souvent au MTQ qu'on va signaler le fait que, hey, pour moi, c'est trop glissant, va peut-être falloir mettre de l'épandage après. Oui, l'épandage de sel et tout ça, oui, exact. Okay. Fait que le MTQ est quand même souvent sur les interventions, je dirais, autoroutiers. Tout ce qui est boulevard et rue, ben ça va être les pompiers qui vont s'en occuper. Okay. Puis ça va être les pompiers qui vont falloir qu'ils demandent peut-être les services de travaux publics, justement pour nettoyer les rues ou mettre du sel. Donc, les travaux publics peuvent être une bonne ressource externe qu'on va avoir besoin sur les accidents de véhicules. Tout à fait. Donc, ça en est d'autres responsables, ça. Puis bon, c'est sûr qu'au niveau des incarcérations, il faut penser aussi qu'il y a peut-être, dépendamment des services d'incendie, il y a le service de premier répondant. Oui. Ça fait une différence aussi. Fait que ça fait peut-être plus de pompiers qui vont intervenir ou des premiers répondants qui vont être là avant les ambulanciers pour justement aller évaluer la victime. Donner les premiers soins. Donner les premiers soins. Donc, aider jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Puis là, l'ambulance va prendre le relais des premiers répondants. Fait que ça fait que sur un accident d'auto, il peut y avoir beaucoup de ressources impliquées sur un accident. C'est pas juste les pompiers. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est large comme accident. Puis c'est une intervention qu'il faut qu'il y ait j'appelle ça un PC, mais qu'il y ait un officier qui soit responsable puis qui délègue comme il faut. Puis qui aussi est capable d'aller voir les autres ressources puis de demander les autres ressources. Oui. Comme PC, il faut vraiment être allumé puis les demander, ces ressources-là, parce qu'ils sont disponibles la plupart du temps, c'est juste qu'il faut y penser.
de les commander puis de les appeler. Puis Ouais. parle-moi donc un peu de la relation qu'on a entre les pompiers puis les ambulanciers dans le cas précis d'une désincarcération où Ouais. les ambulanciers vont vouloir l'évaluer, voire à l'évacuer, puis nous autres, on est là pour faire un peu les ouvertures puis les manœuvres. Mais parle-moi de cette relation-là avec les ambulanciers. Depuis des années, ça s'est beaucoup amélioré, vraiment énormément. Maintenant, dans la formation des ambulanciers, ils ont des notions par le service d'incendie, carrément en technique ambulancière. Il y a des liens avec les pompiers, justement, pour leur dire, les pompiers, on est capable de faire telle technique, l'ouverture de la porte, le toit, donc différentes techniques pour sortir la victime. Donc, il y a quand même un bon lien qui se fait maintenant avec les ambulanciers. Ça reste que la responsabilité de sortir la victime, ça vient aux ambulanciers. Oui. Fait que techniquement, c'est les ambulanciers qui vont proposer ou demander au service d'incendie, moi je veux la sortir sur le côté. OK. Moi je veux la sortir par l'arrière, par le toit. Donc, je veux une sortie qui va être, exemple, souvent avec une planche dorsale. Donc, ils veulent une technique souvent qui va être précisée, c'est les ambulanciers qui suggèrent ça. OK. Fait que nous, comme pompiers, on doit répondre à leurs besoins de vraiment, OK, vous voulez une sortie de côté, on va défaire la porte ou on va faire une ouverture de porte double pour vraiment avoir une ouverture latérale complète pour avoir le maximum d'accès pour sortir la victime. Donc, c'est les ambulanciers qui font leur demande, puis c'est les pompiers qui répondent à la demande, autrement dit. C'est un petit peu ça. Oui. Sauf qu'on travaille ensemble. Oui. C'est important de se parler sur l'appel. Puis c'est pas non plus rare que les pompiers, on soit obligé de tout faire parce que les ambulanciers, ça peut être long le temps de réponse d'une ambulance. Là. Oui. Donc, sur un accident de véhicule. Fait que c'est pour ça que les pompiers, il faut qu'on aille, moi j'appelle ça un jeu de cartes, puis qu'on ait différentes options dans notre jeu de cartes. Oui. Fait que quand on intervient comme pompier, qu'on choisisse l'option qui va être la mieux pour la victime. Le meilleur choix pour sortir la victime. Donc, c'est ça. Donc, comme pompier, il faut avoir différentes techniques, puis surtout être assez, je dirais, un bon esprit d'analyse pour les accidents. Pour dire, OK, il y a eu un impact sur le côté, peut-être que pour sortir la victime, le plus facile, ça va être de l'autre côté de l'impact. Ça va être les portes qu'on est déjà capable d'ouvrir. Oui. Peut-être que c'est par là qu'on va sortir la victime finalement. Donc, c'est un petit peu ça, là, comme le lien avec les pompiers et les ambulanciers. Un travail d'analyse, un travail de communication. Mais je suis content de savoir qu'à la base, les paramédics ont reçu un minimum de briefing, de formation à l'initiale sur quel type de manœuvre les pompiers sont capables de faire. Ça, c'est bon à savoir. Je m'étais noté aussi comme point la stabilisation. La stabilisation, c'est plus que juste de caler les roues pour empêcher le véhicule d'avancer ou de reculer. Parle-moi-en un peu. Oui, c'est sûr. En désincarcération, c'est important que le véhicule soit vraiment bien stabilisé. Donc, comme premier intervenant, une des stabilisations qu'il faut faire en partant, c'est la stabilisation primaire. C'est sûr qu'il faut caler les roues. Ça, c'est le minimum, surtout avec les véhicules électriques, hybrides, véhicules hybrides rechargeables. La plupart des véhicules là, qui sont silencieux, fait qu'il faut faire une stabilisation primaire. La stabilisation secondaire en désincarcération, c'est bien important. Donc, on va caler le véhicule avec des blocs, que ce soit des blocs escaliers ou des blocs en bois, des blocs de plastique, peu importe, mais il faut stabiliser le véhicule. Moi, j'appelle ça une stabilisation en 4 points. Ça, c'est le minimum. Okay. Fait que 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, puis il faut vraiment stabiliser le véhicule. Puis il faut enlever l'air des pneus. Il faut dégonfler les pneus pour que toute la structure du véhicule soit vraiment à côté sur les blocs. Pour que ça fasse sa job. Puis qu'en désincarcération, les outils hydrauliques sont rendus tellement puissants que si tu n'as pas fait une bonne stabilisation, tes outils hydrauliques, exemple avec ton écarteur, tu vas peut-être être capable de déplacer le char. Tellement qu'il est puissant. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire une bonne stabilisation, minimum en 4 points. Puis, dépendamment de la technique utilisée en désincarcération, si tu fais, exemple, un redressement de tableau de bord, l'utilisation du vérin hydraulique qu'on va installer dans la porte, là, ça va prendre une stabilisation supplémentaire en dessous de la porte.
Ben oui. Pour vraiment Poteau stabiliser à hauteur du poteau B, Mhm. pour vraiment qu'il y ait une bonne stabilisation. Fait que ça peut être une stabilisation en 4 points, mais ça peut être une stabilisation en 6 points aussi. Mhm. Donc, dépendamment du travail que tu vas avoir à faire sur le véhicule. Donc, il y a quand même une bonne stabilisation importante. Puis, c'est bien beau quand c'est un véhicule sur ses 4 roues. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça, Ouais. c'est le rêve, là. Une chose, c'est 4 roues. là. Exact, c'est Pas ça. toujours le cas, par C'est exemple. pas toujours le cas. Fait que là, ça prend des équipements pour être capable de stabiliser un char qui est sur le côté, ou un char qui est à l'envers, ou qui se ramasse dans le fossé, ou tu sais, dans une situation particulière. Fait que ça, moi, je trouve que comme équipe de désincarcération, il faut qu'on ait des équipements comme des étais de stabilisation, des barres télescopiques, pour venir stabiliser le véhicule, pour vraiment être capable de faire de la désincarcération, peu importe la situation. Que le véhicule soit sur le côté, soit à l'envers, j'ai de quoi pour le stabiliser. Puis quand je vais travailler avec mes outils hydrauliques, le char, il bougera pas. Mhm. Parce que moi, je vais l'avoir stabilisé, puis il va être stable. Donc, c'est important là, de faire une bonne stabilisation secondaire. Ouais. Super. Puis, est-ce que tu dirais que les manœuvres de désincarcération ont changé? Si je me souviens, là, les manœuvres comme le redressement ou le soulèvement du tableau de bord, le retrait d'une portière, le retrait du toit, est-ce que c'est des séquences qui ont changé ou si on parle un petit peu toujours des mêmes techniques depuis toutes ces années-là? Ouais, écoute, les techniques ont pas, je te dirais, énormément changé. OK. Parce que les techniques restent pas mal les mêmes. Là où ça peut être plus compliqué, c'est que les structures de véhicules récentes, vraiment les véhicules, je te dirais, des années 2010 et plus, on va retrouver une structure renforcée. Souvent, on va retrouver un poteau A, tu sais, le poteau à côté du conducteur, là, Oui. qui est très, très large. OK. De plus en plus dans la structure des véhicules, ce poteau-là va être très large. Fait que ça va compliquer le travail, surtout pour une technique de soulèvement du tableau de bord, la technique avec les écarteurs, Oui. où je veux soulever Oui. mon tableau de bord. Là, on va avoir un poteau A qui va être tellement large qu'il va falloir faire des coupes et dans le poteau A, mais dans l'aile du pneu aussi, à côté du pneu. Puis il va falloir souvent aller couper dans le mur par feu, qui est Ok, entre la partie habitacle puis la partie moteur. Mhm. Fait qu'il va falloir les couper là-dedans aussi. C'est ça qui va compliquer un peu plus la technique de désincarcération. Un autre qui peut être plus compliqué, c'est justement l'utilisation du vérin. Quand on fait un redressement du tableau de bord avec le vérin, ben là, il va falloir faire beaucoup plus de coupes là, justement dans le poteau A pour l'affaiblir comme il faut, pour que le basculement du tableau de bord se fasse plus facilement. Donc ça, c'est des techniques qu'il faut quand même, je dirais, le défi des services d'incendie, là, c'est vraiment de faire une pratique de désincarcération, mais avec un char récent. Oui. Parce que c'est le problème de tous les services d'incendie au Québec qui font de la désincarcération. Ils font des pratiques, mais ils font ça sur des vieux chars. Oui. Ben, c'est le Oui. problème, parce que dans le fond, c'est l'accès au véhicule. Exact. D'un cours à scrap, puis d'un fourrière, puis tout ça. On va prendre le char qu'ils vont nous donner. Mhm. Mais souvent, c'est un vieux char. Ben oui. Ça fait une différence avec un char récent. Ben oui. Donc, c'est vraiment... la structure ne sera pas la même. Souvent, les chars vont être rouillés. Ils vont être déjà On entend déjà ça souvent. maganés. Hein? Ça déchire, ça déchire. Ben, c'est parce ça. que le véhicule est déjà rouillé, magané. Exact. Fait que c'est sûr que l'idéal pour un service d'incendie, c'est de faire une désincarcération sur un char récent pour vraiment tester comme faut ces outils. Oui. Parce que les techniques seront pas nécessairement faciles à faire justement avec un poteau A renforcé, un poteau B renforcé. On veut souvent couper dans le poteau B pour faire une ouverture latérale. Donc, ouvrir les deux portes en même temps. Mais le poteau B, c'est un des poteaux les plus renforcés dans toutes les structures de véhicules. Ouais, tu disais, là, dans les tests qu'ils font là, de capotage, il faut pas que le poteau B il rentre ou il tu sais, Exact. soit trop déformé. Exact. Il ne faut pas qu'il défonce plus que 5 pouces. Fait que ça fait que les structures de poteau B sont hyper renforcées. Donc, c'est un des poteaux qui va être les plus durs à couper. Mhm. Puis, même des outils récents, pour en avoir fait l'expérience à plusieurs occasions, ils ne coupent pas dans tous les poteaux B. Tu peux Ok. avoir des problèmes avec tes outils. Mhm. Soit que ton outil, tes lames, comme tu me parlais au début, mais tu vas essayer de couper dans le poteau B, puis c'est ton outil qui va casser. C'est même pas le poteau qui va être magané. Fait que ça peut rendre la chose compliquée.
moi, je propose, puis je suggère au service d'incendie de plus juste penser aux outils hydrauliques. Il faut que tu ailles des plans B puis des plans C pour couper les poteaux. Puis c'est là que je suggère fortement aux services d'incendie d'acheter des scies alternatives, des scies va-et-vient. Oui. Une bonne scie avec un Sazor. Un Sazor, Ah oui. exactement. Fait que ça travaille très bien aussi dans les nouvelles structures de véhicules, puis ça va faciliter le travail pour couper les poteaux. Fait que ça devient un outil complémentaire, mais je dirais que de plus en plus, avec les structures récentes, ça devient un outil qui est quasiment primordial. OK. D'avoir une bonne scie alternative avec des bonnes lames pour être capable de couper dans justement du boron, de la martensite, de l'acier ultra haute densité. C'est ça que ça va prendre. Plus juste les outils hydrauliques. Ah, mais c'est intéressant, ça. Puis, justement, une autre question. On avait parlé ensemble des nouvelles technologies au niveau des équipements de désincarcération. Tu me disais qu'il y avait une norme pour, justement, standardiser un peu les niveaux de performance des différents types d'outils. Ben oui, il existe une norme, la norme NFPA 1936. Cette norme-là, elle est là pour, justement, aider les services d'incendie lors des achats. Parce qu'ils se sont rendus compte que les outils hydrauliques n'ont pas toutes la même performance. Ouais. Donc, il y a des couteaux qui... par le vendeur, là, je coupe tout. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des matériaux comme du boron puis du martensite qui sont hyper difficiles à couper avec les outils Puis hydrauliques. Ça, excuse-moi de ne pas connaître ça, c'est des alliages, ça? Oui, de métaux? c'est ça. Okay. C'est les alliages de métaux qui sont dans les poteaux A, poteaux B. Donc, le renforcement des structures. Donc, cette norme-là, 1936, elle est là pour coter les outils. Donc, normalement, cette norme-là, comment ça fonctionne, c'est que le fabricant d'outils doit envoyer ses outils testés par une compagnie qui est encore une fois tierce, qui n'est pas la compagnie de désincarcération. Puis cette compagnie-là doit faire des tests. Okay. Doit faire des tests de coupe, des tests de performance ou d'écarteurs, vérins, couteaux. Puis là, ben, ils vont coter, puis ils vont mettre des chiffres carrément. Puis là, ils vont dire, bon, ben, exemple, le couteau hydraulique, c'est d'une cote de 1 à 10. Puis là, ils vont dire, ce couteau-là, exemple, est capable de couper avec une puissance, puis sa cote, c'est 7,5 sur 10. Ah oui. Ouais. Puis là, ben, on va tester un autre couteau de la même compagnie, puis ce couteau-là, lui, il va couper 8,5 ou 9 sur 10. Parce que, pour exemple, pour couper du boron ou couper de l'acier ultra haute densité, ce couteau-là est meilleur. Les lames sont plus performantes, sont plus épaisses. Tu vas avoir une plus grosse lame ou une lame qui va être plus performante. Fait que il y a vraiment des différences, même dans les compagnies d'outils de désincarcération. Là. Fait que vraiment, c'est important quand tu fais un achat d'équipement, de bien réfléchir à qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu as besoin comme équipement. Ben là, tu me disais, est-ce que le service incendie qui magasine justement des outils a le moyen d'avoir accès à ces informations-là sur la performance des outils? Ouais, ben justement, quand que tu veux faire un achat d'équipement, la compagnie, exemple, je dis Genesis, Solmatro, TNT ou ça peut être Amcus, donc dépendamment de la compagnie, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, les compagnies doivent fournir les tests NFPA qui ont été testés, puis ils doivent fournir les résultats. Okay. Donc, quand ils vendent les outils, ils doivent te dire, ben cet outil-là, ce couteau-là, exemple, il y a une cote de 7,5 sur 10. Okay. Ce couteau-là, parce que habituellement, une compagnie offre plusieurs types de couteaux. Oui. Fait que tu peux magasiner, puis tu peux vraiment aller, OK, moi je veux un couteau qui va le plus couper de matériel possible, je veux un 9 ou un 10 sur 10. Fait que comme service d'incendie, tu peux comparer différentes cotes, puis de toutes les marques, justement. Ben oui. Fait que il faut le demander comme service d'incendie. Donne-moi des critères de performance de la norme NFPA 1936, puis le fournisseur, le vendeur d'équipement devrait te le fournir. Ouais. Parlant d'autres équipements un peu
sur le marché. Là, on a parlé des outils des désincarcération, mais on a aussi des coussins de levage, des coussins de gonflage. Peux-tu nous parler un peu de ces autres équipements-là? Oui, ben écoute, c'est sûr que un service d'incendie devrait, je le propose, Ouais, parce que oui. c'est sûr que c'est bon, devrait avoir des coussins de levage. Des coussins de levage de haute pression pour être capable de dégager des gens, exemple, qui sont pris sous les véhicules, ou ça peut être des désincarcérations industrielles. Donc, les coussins de levage peuvent être bien pratiques. Ça peut être une situation où les gens sont pris dans un ascenseur. Les coussins peuvent être utilisés pour les ascenseurs, pour dégager les portes d'ascenseur. Ça peut être... Donc, les coussins de levage ont plusieurs utilités. Puis, c'est vraiment important d'en avoir de disponibles. Fait que soit le service d'incendie s'équipe avec des coussins de levage, ou bien, parce que tu n'es pas obligé d'en avoir là, comme service d'incendie, mais que tu regardes les voisins, les autres services d'incendie, en ont-tu? Parce qu'il y a pas beaucoup de services d'incendie au Québec qui en ont des coussins de levage. Ah oui, OK. Oui, c'est très peu. Donc, puis il faut savoir comment les utiliser. Il y a des trucs là, avec les coussins de levage. Il y a des techniques à faire avec les coussins de levage. Donc, les coussins de levage vont être très puissants, vont être capables de lever énormément de poids, mais il faut savoir comment travailler avec. Puis, idéalement, il faut avoir une panoplie de coussins gonflables. Il ne faut pas en avoir rien qu'un. Il faut en avoir 4-5, des modèles différents, des grosseurs différentes, pour être capable d'intervenir dans différentes situations. Fait que les coussins de levage, c'est important comme équipement. Ouais. Parlons un peu de formation. Oui. Il y a de la formation initiale, que vous ayez passé par le chemin de l'École nationale ou par le DEP, le DEC. En incendie, on a une formation initiale en désincarcération. Une fois que ça, c'est fait, parlons un peu de maintien de compétences puis de perfectionnement. Qu'est-ce qu'on a comme moyen, si on veut, pour se former là-dessus? Ouais, ça, c'est une question épineuse au Québec, Ah oui, hein? je te dirais, parce que dans le sens que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a très peu de formation au Québec. La formation de base, si tu l'as par l'École nationale, déjà, il y a une bonne différence, à mon avis, au niveau de la formation de base, parce que l'École nationale offre une formation de 30 heures. Oui. Donc, tu vois vraiment la base, le minimum en désincarcération. Si tu fais le DEP, puis là, tu vas soit à l'IPIC ou au CNDF ou peu importe l'école, mais le module 23 d'accident de véhicule, c'est 60 heures de formation. Okay. Fait que déjà là, il y a un décalage entre les deux. Fait que c'est sûr que moi, je dirais que c'est plus important la formation DEP parce que tu couvres plus grand, tu vois plus d'équipements. Mais au niveau du maintien de compétences, là, puis de l'amélioration, oui. Un service d'incendie qui veut s'améliorer en désincarcération, c'est extrêmement difficile. Parce qu'au Québec, à part les formations de base, il n'y en a pas. OK. Donc, si tu veux t'améliorer, il faut que tu ailles chercher l'information ailleurs. C'est pour ça que moi, j'aime aller aux États-Unis suivre des formations. Je vais souvent au FDIC suivre des formations de maintien de compétences puis de mise à jour. Parce que c'est là qu'on retrouve les meilleurs formateurs en Amérique du Nord. Donc, on va suivre cette formation-là. Je te dirais que, à part de ça, moi, j'appelle ça de l'auto-formation. Ouais. Dans le sens que un officier ou un instructeur en désincarcération qui veut être up-to-date, il faut qu'il regarde des vidéos. Il faut qu'il s'informe des véhicules, exemple, des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules au propane, des véhicules au gaz naturel. C'est lui qu'il faut qu'il fasse la recherche pour après ça le montrer à son service d'incendie. Donc, il y a quand même des bons défis là-dedans. Puis c'est vraiment, je te dirais, de l'auto-formation. Il faut que le responsable de formation s'investisse puis fasse de la recherche puis montre des documents qui est quand même pas simple parce qu'au Québec, il n'y en a pas de documents officiels à part la formation de base. Oui. Ouais. Puis dirais-tu que c'est important justement sur nos scènes d'accident, même s'il n'y a pas de désincarcération effectuée, de prendre le temps de faire une reconnaissance du véhicule, de prendre le temps de regarder ça serait quoi nos points, nos endroits où on ferait nos coupes, de réviser de manière un peu théorique une séquence de désincarcération, justement dû au fait qu'on en a peut-être de moins en moins,
mais que quand on va en avoir, ben on va avoir peut-être des complexités qu'on n'avait pas dues à l'arrivée des nouvelles structures rigides sur nos véhicules. Ben oui, c'est sûr. Comme instructeur ou comme formateur, il faut être vraiment up-to-date sur les structures, puis idéalement, être capable de montrer plusieurs options. Je rappelle le jeu de cartes, mais pour moi, c'est ça. Il faut que tu donnes le choix aux pompiers. Tu as la technique d'ouverture de porte qui reste une technique quand même classique, mais il y a l'ouverture de porte double, l'ouverture latérale des portes. Il y a l'enlèvement du toit, mais il peut avoir... au lieu de l'enlèvement complètement du toit, il peut avoir juste le plier le toit. Oui. Ça peut être une technique qui est encore up-to-date d'utiliser. Le soulèvement du tableau de bord, le redressement du tableau de bord. Même dans certaines situations, l'utilisation des chaînes peut revenir. Puis on peut utiliser les chaînes pour différentes situations à des incarcérations. Donc, il faut vraiment être, je dirais, vraiment à jour comme instructeur. Puis c'est la difficulté en désincarcération parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là, je dirais, des formateurs qui suivent ça puis sont up-to-date là-dessus. C'est dur à trouver. Puis en plus, on n'a même pas parlé de véhicules lourds, de désincarcération. Ben, on a survolé industriel, mais tu sais, quelqu'un qui a le bras pris d'une machinerie, puis il faut littéralement le désincarcérer. On a besoin d'équipement, on a besoin des mêmes connaissances qu'on est allé chercher, mais il va falloir être très débrouillard aussi. Là. Ah oui, exact. Le cadenassage, tu sais, tout ça. Ouais. Je voulais revenir un peu, dernière question, là, sur justement les véhicules lourds. Quelle particularité ou complexité ça peut avoir au niveau des accidents avec des incarcérations? Oui. Les véhicules lourds, ça amène une complexité sur plusieurs aspects. Un des aspects, c'est au niveau de la charge du véhicule. Oui. Parce que là, un véhicule lourd, ça te dit c'est lourd. C'est en partant. Donc, c'est qu'il va transporter du matériel, il va transporter peut-être des matières dangereuses. Ça va peut-être être un citerne. Ça peut être un véhicule, un camion cube, peu importe. Mais dans le fond, c'est que, et vu qu'il transporte de la charge lourde, mais la stabilisation va être plus complexe. Mm-hmm. Parce que là, c'est plus juste des blocs escaliers. Là, ça prend des blocs 4x4. Ça prend beaucoup de blocs. Ça peut prendre une stabilisation qui va être plus importante, qui va nécessiter peut-être du levage de cette pièce-là, cet équipement-là lourd. Mm-hmm. Fait que ça va prendre des étais de stabilisation ou des étais qui vont être capables de faire du levage de poids. Donc, ça va prendre des équipements particuliers. Souvent, je dirais que des véhicules lourds, tout ce qui est camion-tracteur, ça prend des outils de désincarcération plus solides puis plus forts que les outils de désincarcération ordinaires. Okay. Ça prend la coche de plus, je te dirais. Parce que ça prend des outils qui ont, exemple, le couteau avec une ouverture de 9 ou 10 pouces minimum pour ouvrir, pour être capable d'aller couper dans un poteau ou dans un poteau de structure de véhicule lourd. Ça prend des outils plus forts qui sont capables d'être plus performants, je te dirais. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que les véhicules lourds, c'est une particularité de plus, d'être vraiment être capable d'intervenir là-dessus. C'est pas tout le monde qui est vraiment bien équipé pour travailler sur des véhicules lourds. Donc, il faut avoir, je te dirais, aussi idéalement une pratique. C'est pas évident, mais pratiquer sur des véhicules lourds, c'est encore plus difficile à trouver que déjà des chars. Ça, c'est 100%. Fait que ça devient une bonne complexité là, sur les véhicules lourds, mais pourtant, il y en a des accidents. Heureusement, il y en a beaucoup moins des accidents avec les véhicules lourds. Fait que c'est un mal pour un bien, dans le sens qu'il n'y en a pas trop. Mais ça reste que c'est encore plus particulier au niveau de l'intervention pour les pompiers. Ouais. Bon, ben écoute, Jocelyn, je te garde pas plus longtemps que ça. On a survolé plusieurs points par rapport à la désincarcération, aux accidents de véhicules. On a parlé des nouveautés, des équipements. Je voulais te remercier. Un gros merci de nous avoir partagé ton expertise, ton expérience sur ce sujet-là. Si vous avez des questions à formuler en lien avec le contenu de l'épisode, ben, n'hésitez pas à contacter avec nous, puis on saura transmettre l'information à Jocelyn. Merci de votre écoute et à très bientôt la gang. Salut! Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.